La jeunesse n'est pas seulement l'avenir, elle est aussi le présent. Quand les jeunes prennent leur destin en main, ils façonnent un monde plus juste et équitable. C'est à travers cette citation de Michelle Obama lors du sommet des jeunes leaders en Afrique du Sud que je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Femmes à l'honneur où nous mettons en avant les femmes qui changent la société et ouvrent la voie à une nouvelle génération de leaders. Notre invitée est une femme qui s'impose sur la scène nationale et internationale, ancienne directrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée, activiste engagée. Elle est un modèle de leadership jeune et d'engagement pour l'autonomisation des filles et des femmes en Afrique. De son parcours académique en communication à ses nombreuses missions en faveur des droits humains et de la lutte contre les violences basées sur le genre, son engagement est sans faillite. Comment une jeune fille peut-elle impacter des milliers de vies? Quels sont des défis et opportunités pour les jeunes leaders féminins en Guinée et en Afrique? C'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers le parcours de notre invité, qui n'est personne d'autre que Kadiatou Konaté. Bonjour Kadiatou. Bonjour Sarah. Comment ça va? Bah, écoute, ça va bien. Puis je prononce très bien mon nom, donc écoute. Kadiatou Konaté. Oui. Ah bah écoute, ça va, hein. Avec cette prononciation, écoute, ça ne peut qu'aller. Voilà. Alors, parlons un peu de ce sujet. Il y a des femmes quand même qui réclament 6 mois de congé de maternité. Quel est ton avis? C'est une nécessité. C'est une nécessité d'avoir plus de congés de maternité pour les femmes. Encore une fois, la maternité est une période, est un monde hyper inconnu. Chaque femme a une expérience particulière. Certaines te diront qu'elles le passent extrêmement bien et d'autres comme moi qui ont passé un moment de calvaire pendant cette période de maternité. Donc, il est important de laisser le choix aux femmes de décider de si elles veulent bénéficier de ces 6 mois ou pas, tout en votant les lois qui y vont avec. Puisque quand on vote les lois, celles qui en ont besoin vont le prendre. Les lois sont votées pour les plus faibles. Généralement, nous, les autres ont le choix de décider de ce qui est faisable ou pas. Par contre, celles qui n'ont pas le choix doivent savoir vers où s'endosser pour tenir davantage. Parce que la maternité, en passant par la dépression postpartum, en passant par des maladies qui viennent après, en passant par la santé mentale et même d'ailleurs avant l'accouchement, en passant par la fin de grossesse et tout, c'est tout un monde hyper inconnu qui varie d'une femme à une autre. Donc il est important de tenir compte de cette diversité-là, de cette spécificité de chaque femme pour voter nos lois. Parce qu'on Je en vous a besoin. rappelle que Kadiatou Konaté est épouse aujourd'hui, mère d'une petite fille. Quelle a été ton expérience? Alors, de mon côté, c'était hyper compliqué. Alors, j'ai passé une maternité hyper compliquée. J'ai décidé peut-être d'en parler au MENA parce que la question revient sur la table. Sinon, après, je mets souvent ma vie hors de tout ce que je fais. Mais c'est important pour dire que chaque femme a vécu ou vit des moments assez particuliers, difficiles. Et donc, moi, après la maternité, après alors, la naissance de ma fille, qui était par césarienne, j'ai passé des périodes assez sombres de ma maladie, le paludisme qui a commencé, ensuite ma césarienne qui s'est infectée, ensuite mes maux de tête énormes qui sont venus. C'était quand même hyper difficile pour moi de tenir tout ça. Et pour nous qui sommes en Afrique, on sait que quand on accouche avec les affaires sociales, la bienveillance de la communauté, il y a énormément de personnes alors qui viennent nous rendre visite, donc qui viennent nous saluer et tout. En réalité, c'est pas mal en soi parce que c'est la bienveillance, ce sont les valeurs, les bonnes valeurs africaines qui se perpétuent. Sauf qu'à un moment, la maman a besoin de se reposer, la maman a besoin de récupérer sa santé, la maman a besoin du temps pour elle-même. Surtout si tu tombes sur des bébés alors qu'ils ne font pas leur nuit, qui pleurent H24 si je permets de le dire, et qui ne te laissent pas le temps de souffler. Tu as besoin du temps pour toi. Donc, j'ai pris la décision, même si ma maman n'était pas pour, et peut-être mon mari, il faisait genre, mais je sais qu'il n'était pas pour, que je retourne à la maison, parce que j'avais besoin de mon espace à moi, j'avais besoin d'un espace où
je pouvais alors souffler, rester seule, sans bruit, sans dérangement, sans visite. Et voilà, donc j'ai pris la décision de retourner à la maison. Après, c'était encore plus compliqué. Alors là, je retourne. Heureusement, j'ai eu alors des sœurs qui ont accepté de venir rester avec moi, donc qui m'aidaient quotidiennement. À côté, encore une fois, c'est important le choix de nos maris. J'ai un mari hyper responsable, alors qui a été responsable avec le bébé, qui alternait avec moi. Quand je prends le bébé jusqu'à un moment, il prenait aussi le bébé jusqu'à un moment, donc on alternait entre nous. Et donc, ses sœurs étaient là, par contre, qui m'aidaient avec les petits soins, avec ma santé qui était hyper fragile et tout. Et après, j'ai refait une rechute. Je vous jure que je vous épargne de tous les tralala qui partaient avec. Ensuite, il était temps de reprendre le boulot. Mes sœurs, elles ont autre occupation. Il y a une qui travaillait et l'autre. Donc, il fallait qu'elle retourne à la maison chez elle. Et il me fallait trouver une nounou. Ça a pris combien de temps? Tout ça s'est passé en laps de 2 mois et quelques. C'était encore plus compliqué de trouver une nounou. Alors, compliqué comment? Déjà, tu as ce sentiment d'abandonner ton enfant. Ton enfant qui a besoin de toi. Et moi, ma fille, elle était sur allaitement exclusif, 1. De 2, elle ne laissait jamais le téter. Elle voulait téter constamment. Et elle pleurait. Elle n'acceptait personne. Tellement qu'elle pleurait, une fois, son papa il a fait un scandale parce qu'il voulait qu'on envoie le bébé à l'hôpital. Il disait, mais il ne comprend pas. Voilà, c'est ça. Il disait, elle pleure beaucoup, mais il faut qu'on aille à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, docteur So il a regardé le bébé, il a dit, l'enfant n'a rien. On a fait tous les examens, mais la petite n'avait rien. En fait, c'est pour raconter que il y a de ces enfants, chaque enfant a sa spécificité. On ne peut pas dire parce que cet enfant ne pleure pas que mon enfant ne va pas pleurer. On ne peut pas dire j'ai donné tel médicament à cet enfant, il faut donner tel produit. Chaque enfant a sa... Bon, je vous ai pas... Chaque femme a ses expériences. C'est ça, c'était dur, hein. Donc oui, on en a besoin. On en a besoin. Alors, peut-être nombreux sont ceux qui se demandent qui est Kadiatou Konaté. Je vous propose donc ce petit extrait. On se reprend juste après la vidéo. Née en 2001 à Conakry, Kadiatou Konaté incarne la nouvelle génération de femmes leaders en Guinée. Fille de Fodé Konaté et de Bintou Konaté, elle a grandi dans un environnement où l'éducation et la détermination étaient des valeurs essentielles. Formée dans des institutions de renom telles que les écoles SOS Village d'enfants, Amadou Silla et Hadja Habibata Tunkara, elle s'est rapidement distinguée par son excellence académique, obtenant son BEPC en 2016 et son baccalauréat en sciences sociales en 2019. Animée par la passion de faire entendre la voix des jeunes filles et de promouvoir leurs droits, Kadiatou a choisi de poursuivre ses études supérieures en communication audiovisuelle à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia. Durant cette période, elle a enrichi son parcours professionnel en travaillant comme chroniqueuse pour Lynx FM, partageant ainsi ses idées et ses visions avec un public large. Kadiatou Konaté est également cofondatrice du Club des jeunes filles leaders en Guinée, une organisation qui milite pour l'autonomisation des filles et la promotion de leurs droits tant au niveau national qu'international. De 2021 à 2023, elle a occupé la fonction de directrice exécutive de cette structure, démontrant son aptitude à mener des projets ambitieux et à mobiliser les jeunes autour de causes essentielles. Depuis novembre 2023, Kadiatou met ses compétences et son engagement au service de Rio Tinto Simfer en tant que conseillère en droits humains au sein du département Community and Social Performance. Parallèlement, elle s'implique activement dans divers réseaux panafricains, notamment au sein du caucus Jeunes AWLN, et contribue à des initiatives internationales qui œuvrent pour l'égalité et l'émancipation des femmes. Récompensée par plusieurs distinctions, son parcours exemplaire a inspiré de nombreuses jeunes filles à croire en leur potentiel et à s'engager pour un avenir meilleur. Mariée et mère d'une fille, Kadiatou Konaté représente l'équilibre entre engagement professionnel, passion pour le changement social et vie personnelle épanouie, faisant d'elle un modèle de résilience et de leadership pour la Guinée et au-delà. Alors, on vient de finir un petit portrait de toi. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans cette vidéo? Mais c'est extraordinaire ça. Il y a de ces vidéos ici que je ne sais même pas où tu as pu sortir toutes ces vidéos-là. Ouais, que j'étais tellement petite. Ouais,
quelques inconvénients aussi de la maternité. J'ai pris du poids, ça va avec. Mais écoute, ça fait extrêmement plaisir de suivre tout ça. Je sais pas c'est qui Kadia Toukonate, mais je suis fière de toi, madame. Alors aujourd'hui, tu as un parcours inspirant, marqué par ton engagement. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir autant pour l'égalité des droits des femmes, mais aussi pour l'épanouissement de la femme? Ce qui m'a poussée, déjà, il faut le savoir que je suis une militante féministe. Je tiens à le préciser. Et la condition de la femme n'est pas à décrire. On le voit en longueur de journée, on le vit au quotidien, on le sent dans nos relations humaines, la manière dont tu vois, un homme s'adresse à toi en termes de paternalisme, c'est-à-dire tous les hommes pensent qu'ils sont tous supérieurs à toutes les femmes. Ouais. Et donc, ces rapports de société existent et donc continuent malheureusement à créer des séquelles, à créer de l'injustice, à favoriser de l'injustice au sein de notre société. Donc, on le voit, les femmes qui sont battues, les jeunes filles qui sont mariées de force sans leurs avis, les jeunes filles, les enfants qui sont victimes de mutilation génitale féminine. Nos statistiques le disent, avec 95% de MGF selon... l'EDS 2018, les cas de viol qui n'en finissent pas, de violences conjugales qui n'en finissent pas. Il y a tellement de choses qui ramènent, et même nos relations entre nous, entre amis, des hommes à tout va qui se permettent de te taper les fesses, de te toucher, et ils pensent que tu n'as pas, ah toi aussi tu dois aimer ça, ah mais non, pourquoi tu te plains? En réalité, on vit au quotidien. Et en tant que femme, au-delà de mon aspect de militant ou de mon statut de militante ou de féministe, c'est quand même une réalité, quelque chose que je ne supporte pas. Je suppose qu'il y a ces femmes qui ne supportent pas autant, qui peut-être qui n'ont pas cette possibilité de porter leur voix. Et à un moment, on a besoin, on est dans l'obligation de porter la voix de celles qui souhaitent, de défendre celles qui n'ont pas la possibilité de se défendre, celles qui ne savent pas qu'elles doivent être défendues, celles qui ne savent pas qu'elles ont des droits, celles qui ne savent pas qu'il y a des gens, il y a des lois, il y a même la nature de l'univers qui leur donne le pouvoir, qui leur donne la possibilité de vivre pleinement leur vie en tant qu'être humain tout simplement, pas en tant que femme. Alors, ce combat, tu le mènes il y a très très longtemps. À seulement 20 ans, si je ne me trompe pas, tu as dirigé le club des jeunes filles leaders de Guinée. Et comment as-tu géré cette responsabilité à un si jeune âge? Alors, le club, il faut le savoir, c'est une très grande organisation, une très très grande organisation qui regroupe plus de 500 jeunes filles avec une très grande responsabilité et représentativité dans les préfectures, dans les régions, dans les districts et à tous les niveaux, et surtout en Guinée et à l'international. Donc, c'était pas aisé, mais ce qui était intéressant dans le club, c'est cette passion que chacune des filles qui travaillent ou qui sont bénévoles, qui est bénévole au sein du club, de transformer la communauté. Cette passion de transformer, d'impacter, faisait en sorte qu'on était encore plus unis, qu'on était encore plus forte et qu'on parvenait à impacter tant bien que mal la communauté en annulant les mariages d'enfants, en empêchant les mariages d'enfants, en envoyant certaines familles derrière les barreaux parce que tout simplement, elles ne respectaient pas les droits de ces personnes qui sont dans les besoins. Il y a tellement de choses, mais c'était pas aisé. Ce qui est encore intéressant, c'est que quand même durant mon mandat avec toutes les filles, nous avons pu mobiliser alors plus de 1,2 million et quelques mille euros pour l'organisation, afin de réaliser nos activités, afin de venir en aide aux victimes, afin de prendre en charge intégralement les victimes, que ce soit sur les frais de prise en charge médicale, de prise en charge juridique, psychologique et tout ce qui partait avec. On s'assurait alors de collecter des serviettes hygiéniques, d'acheter des serviettes hygiéniques lavables ou non lavables pour distribuer dans les communautés parce que ce besoin est là d'hygiène menstruelle, de menstruation et tout ce qui va avec. C'est un besoin qui persiste énormément. Donc nous, on s'assurait de payer et de mettre à la disposition alors de ces personnes qui en ont besoin
tout en assurant une partie de communication derrière sur comment utiliser, sur quels sont les comportements adaptés ou pas. Et on travaille avec les services de protection à tous les niveaux pour non seulement informer, alerter, mais aussi s'assurer de venir en aide à ces personnes qui en ont besoin, qui n'ont pas la possibilité de les appeler directement. On travaille aussi avec le gouvernement par moment, alors pour revoir certaines politiques qui nous associent, pour donner nos points de vue, pour prendre en compte nos avis dans l'élaboration, la révision de certaines politiques nationales qui étaient quand même hyper bien parce que ça nous permettait alors d'être autour de la table des décideurs pour dire ce que nous pensons et pour transmettre la réalité des filles à ce niveau décisionnel. Voilà. Alors, ça fait très des années, quand je parle de vous, je parle du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Quel a été l'impact de ce combat aujourd'hui en essayant de faire du recul? Je pense que c'est extrêmement énorme ce que le club a réalisé. En fait, quand j'y étais, et maintenant, je pense que je ne voyais pas. Mais le club, les filles n'arrêtent pas de le dire, le club est une école. Moi, le club m'a appris la gestion. Gérer plus de 500 personnes venues de différents horizons. Surtout des femmes. Souvent, je dis que c'est un propos sexiste, même si, mais je ne prends pas. Et étant jeune, avoir des aînés, des plus jeunes, c'était quand même quelque chose. Hein. Je disais, petite, tu as fait quelque chose. Hein. Et les filles, elles étaient extraordinaires. Et c'est maintenant que je me rends compte que c'était fou tout ce qu'on faisait. Aller débarquer dans une famille pour stopper un mariage qui est en cours. Maintenant, avant de le faire, moi, je prends le temps de dire il faut analyser les risques, il faut évaluer qu'est-ce qui est fait. Avant, on n'analysait pas de risques et on avait plus d'impact. Avant, au temps de Hadja Idrissa Ba, ensuite, moi, en fait, on venait, on stoppait. Et maintenant, moi-même, je ne vais pas conseiller la même chose aux filles. Je vais dire non, mais prenez le temps, il faut ne vous... Mais non! Quand même, on se rappelle de cette histoire. L'enfant, la renfada, où on ne réfléchissait pas trop, on faisait juste... Mais ça nous a amené alors à toucher positivement la vie des milliers de jeunes filles, à supporter celles qui en ont besoin, à accompagner celles qui sont dans les besoins. Et surtout, moi, le plus important pour moi, qui jusqu'à présent, je le dis, c'est créer cette révolution chez les filles. Cette révolution qui ne dit pas forcément que les filles ou les femmes doivent être dans les mouvements, dans les associations pour changer, mais cette révolution que les filles puissent dire non, qu'elles puissent comprendre qu'elles peuvent décider pour elles-mêmes, qu'elles puissent joindre des associations ou pas, qu'elles puissent dire au-delà ce qu'elles pensent. Certaines ne pensent pas forcément comme on le pense, mais le fait qu'elles aient le courage de dire que je ne pense pas comme vous, c'est une grande avancée. Au moins, on sait ce qu'elles pensent et on peut réorienter les combats en fonction de ce qui est réel ou pas. Mais dans tous les cas, je pense que le plus grand impact, c'est cette révolution que nous sommes parvenus et que nous continuons avec la nouvelle équipe. Je parle bien évidemment du club Oumou Haïli, qui est l'actuelle présidente, de créer, de s'aimer en Guinée et partout ailleurs. Nous sommes des véritables actrices de changement et ça continue encore. Il y a plusieurs jeunes filles qui aujourd'hui refusent ou bien ont peur de dire non aux parents en termes de mariage précoce, de mariage forcé, parce que pour elles, quand elles refusent, elles n'auront pas un lieu où rester et tout. Est-ce que dans ce combat, vous avez pensé à ces jeunes filles qui ont peur d'exprimer ce qu'elles veulent? Alors nous, on le faisait, hein, ça nous ramène à ce qu'on faisait. Quand on était au club, moi je me rappelle que plusieurs fois, j'ai ramené des filles chez moi, donc qui sont restées avec moi pour des cas de mariage d'enfants en attendant qu'on puisse régler leurs problèmes. C'était pareil chez Hadja Idrissa Ba, c'était pareil chez les autres collègues, amis, sœurs militantes qui faisaient pareil. Donc on se repartissait les dames. Parce que, évidemment, à un temps, il n'y avait pas de centre d'accueil. Ça pose le problème de centre d'accueil. Maintenant, il y a des particuliers qui mettent, par exemple, je sais qu'à Fasco, à des centres d'accueil à Guékédou, ma dernière nouvelle, je ne sais pas, mais il y a 2 ans auparavant, 3 ans, avec Faragiba, il y avait un centre d'accueil pour les enfants en situation de déplacement et puis des victimes de VBG.
Il y a l'association Agias aussi qui avait un centre d'accueil, mais c'était vraiment tenu par les ONG. Donc le plaidoyer qu'on portait, et peut-être qu'on va continuer à porter, c'est qu'il est important de mettre un centre d'accueil digne de nom en place avec des fonds holistiques d'accompagnement et de prise en charge des victimes parce qu'on en a besoin. La prise en charge des victimes coûte extrêmement cher. Malheureusement, les familles qui font face souvent à ce type de problèmes sont issues des milieux défavorisés, n'ont pas suffisamment de fonds pour gérer ces cas. Il faut que l'État mette des fonds à disposition pour venir en aide à ces personnes qui en ont besoin. Maintenant, à côté, il y a l'OPROGEM et la brigade spéciale le service spécial de protection des personnes vulnérables qui ont des maisons de transit. Donc, ce sont des maisons dans lesquelles qui ont été, je pense, renouvelées par AFD ou Expertise France, je ne me rappelle plus, dans lesquelles on peut recevoir pour quelques jours des filles qui sont dans le besoin. Mais ça ne peut pas durer, donc c'est juste pour quelques jours. Voilà. Et après, elles sont laissées à leur sort, c'est ça? Alors, c'est pour quelques jours, pour trouver solution, parce que alors, ces centres ne sont pas adaptés pour garder longtemps. Et même ces centres, le fonctionnement pose question, parce que est-ce qu'ils ont des personnes formées, habilitées à gérer? Ils ont quel mécanisme de formation? Est-ce que ce sont des formations continues? Parce qu'il faut le dire aussi, il y a ces services de protection par moment quand tu parles. Alors, ce ne sont pas tous les services de protection. Hein. Il y a certains services, que ce soit certains services de l'OPROGEM ou de la brigade qui font exception. Mais à d'autres, quand tu vas pour demander ces services ou besoins, en fait, ça devient compliqué. Soit ils te demandent de retourner de là où tu viens, on te dit pardon, chacun vit la même chose, ou ils ne savent pas qualifier ce que tu es venu faire. Donc après, ça peut poser des problèmes à la justice, parce que quand toi, tu vas raconter quelque chose alors qui n'est pas dans ton PV, ça, c'est un autre problème. Donc il y a contradiction des faits, des informations et tout. Dans ce combat, quelle est ta pire décision que tu as à prendre, mais peut-être aujourd'hui que tu regrettes? Ma pire décision que j'ai prise dans ce combat, peut-être que ça existe, mais je ne m'en rappelle pas. Peut-être que ça existe, peut-être que j'ai oublié, je ne m'attarde pas souvent sur les mauvaises choses, mais ça n'existe pas. Pour le moment, je pense. Peut-être que j'ai oublié ou je ne me rappelle pas alors. Je me rappelle, dans les quartiers, lors des campagnes de sensibilisation, il y a les parents qui partent jusqu'à dire « je préfère donner ma fille en mariage précoce au lieu qu'elle ne tombe enceinte chez moi ». Oui, alors ça, c'est pas une décision, mais oui, ça s'est fait. Alors, il y a peut-être un truc qui s'est passé comme ça. Alors, encore une fois, ce n'est pas une décision, ce sont les réalités du terrain. Une fois, on était allé en équipe. On était encore très jeunes, hein, je pense 14 ans, 15 ans. On a entendu parler apparemment que... on avait entendu parler qu'une femme voulait exciser ses enfants. Donc, on était jeunes. C'est encore une fois, c'est ce que je disais tantôt. Les risques qu'on prenait à l'époque. Moi, maintenant, tu me dis ça, je vais faire toute une analyse pour, avant de refaire pareil. Donc, on a décidé avec nos macarons qu'on a mis, parce que le club avait des macarons, on était sûrs de nous, on s'est dit, bah écoute, on va aller dans la famille pour dire à la famille qu'on ne veut plus du mariage. Je parle du mariage, mais il ne faudrait pas qu'elle excise leur enfant. Donc, arrivé chez la dame, on nous a indiqué, on est arrivé, on s'est bien installé et on a commencé nos discours. La dame nous dit, on est venu pourquoi? On dit, on a appris, vous voulez exciser votre fille, c'est pas bon, c'est interdit par la loi. On a dit tout ce qu'on voulait dire. Et la dame, elle est rentrée dans la chambre pour prendre le fouet. Et elle est revenue pour nous dire, si vous ne sortez pas de ma maison, je vais vous tabasser. Il faut signaler qu'on était jeunes, on était enfants. Donc, elle nous a dit qu'elle allait tabasser si on ne sortait pas de là-bas. Personne n'a dit à son ami, il faut t'asseoir encore. Et on est sorti de là. On est sorti de là et puis on s'est retrouvé, comment on appelle, on s'est retrouvé dans la rue, on s'est regardé. Et finalement, ça a été fait? Comment on fait? On n'est plus retourné chez la dame. Vraiment, elle là. Je ne sais pas ce qui s'était passé après, mais on n'a plus jamais... Personne même n'a parlé de ça après. Dans ce combat, il y a tellement de défis, d'opportunités et tout. Oui. Aujourd'hui, toujours en réfléchissant, je me dis quand même que ce n'est pas le travail qui va t'enlever cette bonne volonté
de te battre pour cette cause, mais quelles sont les opportunités? Les opportunités sont énormes. Le bénévolat, le militantisme ouvre des portes énormes. C'est à la fois pesant et difficile. Pesant pour la santé mentale, parce que tu vis énormément de choses, tu entends énormément d'histoires, tu écoutes énormément de personnes, tu partages les émotions avec les gens. Les gens qui viennent te raconter leurs problèmes, leur histoire, leur vécu, leur histoire, leurs problèmes, c'est énorme. Cependant, ça te permet de développer des compétences d'écoute, des compétences du savoir-vivre, des compétences d'acceptation, des opportunités même de travail. Parce qu'il y a certaines, alors qui étaient militants, militantes, après, qui sont retrouvés dans les institutions internationales à travers leur engagement pour continuer à servir. Le militantisme, c'est quelque chose qui peut être inné. C'est pas un métier. Alors, le militantisme n'est pas un métier, on le fait à nos dépens. Et comme on le pense, c'est pas payant le militantisme, c'est un engagement personnel, c'est ton toi tu donnes, c'est ton âme tu donnes, c'est ta personne tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tu donnes de ta famille, tu donnes tout de toi. Mais en réalité, peu de personnes prennent le recul pour te demander comment toi tu vas, comment toi tu te portes. C'est tellement pesant, à un moment donné, non, je n'arrête pas de dire aux militantes, tant que tu peux, tant que tu es épuisé, prends du temps pour toi. Si tu veux faire stop, fais stop. Personne ne va prendre soin de ta santé mentale mieux que toi. Affaire de santé mentale, ce n'est pas une question de blanc. On en a besoin véritablement pour notre bien, pour tout ce qu'on fait. Mais ça a des opportunités. Énormément d'opportunités, de découvertes. En parlant d'opportunités, à un moment donné, on voyait tout le temps Kadete Konaté a voyagé, telle fille a voyagé, telle jeune dame a voyagé. Donc ça fait qu'il y avait plusieurs jeunes dames, jeunes filles qui voulaient rentrer voyager. Pour juste voyager. Tu voyages parce que les voyages là étaient souvent des espaces de partage, des espaces de rencontre où les esprits se confrontaient. Moi, je pense que ces voyages m'ont énormément aidé alors à me repositionner et à améliorer mon côté féminisme en moi. Alors avant, je le faisais, je ne savais pas forcément que j'étais féministe, mais ça m'a aidé à déconstruire énormément et à comprendre que le féminisme est un processus de déconstruction continue. On n'est jamais féministe pour être parfait. Tant que tu es féministe, tu continues considérablement, continuellement à te déconstruire. Parce que malheureusement, on vit dans un système alors qui influence notre vécu, qui influence notre perception, qui influence notre manière d'être. Et donc, le féminisme te permet de prendre conscience, connaissance de tes faiblesses, de voir les réalités en face, de te remettre en cause et d'avancer, d'améliorer ce côté négatif tout en voyant avec tes lunettes de féministe les inégalités dans la société. Encore une fois, moi je n'arrête pas de dire que le féminisme c'est l'humanisme. Tu es féministe, tu es humaniste. C'est ça, ça va de pair. Les différentes rencontres t'ont peut-être permis de comprendre est-ce que les réalités en Guinée et dans les autres pays, c'est vraiment pareil? En fait, ça nous a déjà permis de faire ça. Ça a permis de rencontrer des personnes extraordinaires alors qu'ils font pareil. Ça a permis de rencontrer des partenaires qui ont accepté de financer les activités, les combats que nous menons. Ça a permis de créer des mouvements solides de militants, de militantes pour la cause des femmes, pour la cause des jeunes filles, pour la cause des enfants. Donc, alors, en parlant d'opportunités, tu as eu l'opportunité de rencontrer Michelle Obama et d'autres femmes quand même. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de ces rencontres ou des discussions que vous avez eues à faire ensemble? On a besoin de conviction. On a besoin de conviction, on a besoin de savoir là où on va. Et ce que je dis, on n'arrive jamais au hasard quelque part. Si tu arrives dans un espace, c'est parce que tu mérites d'être dans cet espace. On ne te fait pas de faveur pour t'amener dans un espace. Tant que tu ne mérites pas d'être, en tout cas je parle normalement, d'être dans un espace, on ne t'enverra pas dans cet espace. C'est un. De deux, il y a de ces opportunités qui ne se présentent pas énormément tout le temps pour nous.
Alors, tant que tu peux faire un fort plaidoyer, tant que tu peux impacter, tant que tu peux attirer l'attention des décideurs, des décideuses sur un certain nombre de questions, n'hésite pas de le faire, fais-le. Donc tu l'as fait. En tout cas. Alors, selon toi, comment la jeunesse féminine peut-elle jouer un rôle plus actif dans les prises de décision en Guinée? Jeunesse féminine, rôle... C'est le rôle que les autres sont en train de jouer. On peut faire la même chose, ou peut-être plus. On ne jarre pas les sexes, les positions, les postes de décision. C'est de dire que pourquoi souvent on adapte la position de laisser les femmes aussi le faire, c'est parce que longtemps elles ont été mises de côté, elles ne sont peut-être pas consultées, ou on fait genre de les associer. On fait semblant de... On dit, mais est-ce que tu travailles avec des femmes? Elles qui ne montrent pas la volonté de bien le faire. Elles le montrent. Alors, n'oublions pas que les femmes sont issues d'un système qui contribue à les maintenir dans une position d'infériorité, qu'elles trouvent normale. Mais c'est parce qu'on ne peut pas les juger, c'est parce qu'elles ne le savent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas l'information, c'est parce qu'elles n'ont pas peut-être l'éducation nécessaire. Pour celles qui ont l'éducation nécessaire, parce qu'elles ont peut-être été embobinées. Elles ne sont pas toutes, certaines c'est leur décision, mais la plupart, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ou parce on les a appris à être humbles. Une bonne femme, même si tu sais tout, tu dis je ne sais pas. Une bonne femme, il faut apprendre à se taire. Il y a une sœur ivoirienne qui a dit, au cri, je m'amuse à repartager ses posts, elle dit les femmes ayant l'audace des hommes médiocres. Alors, tu vas trouver c'est drôle, mais c'est vrai. Un homme, quand il vient, il peut faire 1001. On ne lui demande jamais ce qu'il est capable de faire. On est d'accord. La plupart des temps, on ne demande jamais qu'est-ce que j'ai capable de faire, machin et tout. Quand on dit on a nommé un homme, c'est très bien. Quand on dit on a nommé une femme, elle a fait quoi? C'est quoi son background? Qu'est-ce qu'il prouve? Est-ce qu'elle mérite d'être là? Surtout, cette situation qui m'énerve, quand il y a une femme à la tête quelque part, on dit forcément elle est gérée par... Un homme, non, même pas gérée. Elle a été pistonnée là-bas par un homme. Et non, elle a couché avec un homme pour obtenir cette position. On s'en fiche de son background. On s'en fiche de tout ce qu'elle a pu réaliser. On s'en fiche de son engagement, de tout ce qu'elle a pu faire. On te rappelle tout. Ah, c'est un homme, ça. Je suis sûre qu'il y a un homme derrière. C'est tellement réducteur. C'est extrêmement réducteur la manière dont on voit. Les femmes ayant l'audace des hommes médiocres. Même si on ne sait pas, apprenons et venons, occupons l'espace, occupons les places, affirmons-nous, prenons l'espace encore une fois. Personne ne le fera à notre place. Ils sont occupés à décider de leur sort qu'à s'intéresser à ce que nous allons devenir. Ils s'en foutent. C'est ça la vérité. Alors, aujourd'hui, il y a tellement de critiques. Je venais juste de le dire, quand il y a une femme à des postes et tout. Comment toi, tu parviens à gérer les critiques ou bien les résistances face à toi? Aïe, mais c'est leur problème. Si ça les dérange, qui suis-je pour aller les empêcher que ça ne les dérange? Mais si ça les dérange, c'est bien. Tant mieux. Mais écoute, alors c'est un truc que j'ai conçu en moi. Vraiment, ça ne me fait ni chaud, encore moins froid que ça les dérange. Peut-être qu'ils ont leur raison, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop. Tant que, encore, c'est un de mes mentors qui m'a dit ça, un coach, je pourrais dire, tant que je suis en âme, je suis en accord avec mon âme, avec ma conscience, ça va. Je suis consciente que je peux faire des erreurs. Je suis consciente que je peux avoir des lacunes. Je suis aussi consciente que je travaille constamment pour améliorer. Donc si, alors vous aviez des positions assez restreintes, des positions assez figées sur là où je dois aller, sur là où je suis, parce que vous aviez une position paternaliste, écoutez, je m'en fiche pas mal, c'est votre problème. Tant que vous ne venez pas m'empêcher, ça ne me regarde pas. Et le jour où vous osez venir m'empêcher, on va aller régler là où on doit régler. C'est tout. Alors, Kadiatou Konaté est l'ex-présidente du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Aujourd'hui, tu n'es plus à la tête de l'organisation, mais le combat continue. Comment tu parviens maintenant sans l'organisation à impacter?
Alors, après le club, j'ai mis en place récemment Malaf avec des amis, dont Oumou Hawa, les Abbas et autres. D'ailleurs, Oumou Hawa qui gère en tant que directrice exécutive. Donc, moi, j'ai juste fondé et puis elle continue les activités. Malaf, qu'on appelle la Maison du leadership et d'accompagnement des filles et femmes, est une organisation qui nous permet de continuer les différentes réalisations. Les VBG sont épuisants, donc on a mis un petit stop sur tout ce qui est VBG et Malaf s'occupe de mettre en accent sur l'accompagnement des potentiels des filles et des femmes. Donc l'idée avec Malaf, c'est de s'assurer que les filles elles aient l'information, qu'elles puissent développer leur potentiel, leur confiance en elles, tout ce qu'elles sont capables de faire, leur potentiel, c'est ça le mot. Ensuite, faire en sorte qu'elles utilisent en leur faveur. C'est un peu ça Malaf et on continue, on fait des actions qui permettent aux femmes, aux filles de se développer, de se découvrir et d'impacter. On s'assure alors de créer cet amour du bénévolat pour que chaque personne qui parvient, qui peut le faire, puisse mettre ses compétences, ses connaissances pour une cause sociale, pour une cause de transformation de notre pays, de transformation sociale parce qu'on a besoin d'engagement de la part de tout un chacun pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses. Chaque lutte, si on est parti à l'école, c'est parce qu'il y a de ces femmes qui ont milité. Ouais. Si on a eu ces 3 mois de congé de maternité qu'on est en train de bousculer, c'est parce qu'il y a eu ces femmes qui ont milité. Si on a eu le droit de vote, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui ont milité. Si on a eu le droit de créer notre propre compte bancaire, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui ont bousculé. Ouais. Alors, on peut le faire, on peut continuer à changer les choses. On n'a pas forcément besoin d'être une grande militante pour tout bousculer. Le militantisme commence par nous-mêmes, commence par ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter, commence par les choses autour de nous, commence par nous dans nos différentes familles, nous dans nos cercles de travail, nous dans nos relations humaines. Est-ce qu'il y a une seule solution pour l'épanouissement ou l'autonomisation de la femme? C'est que la femme prenne conscience de qui elle est, de ce qu'elle est capable de réaliser, qu'elle ait l'information et qu'elle ait les mêmes opportunités que les hommes pour décider d'elles-mêmes. Parce que la question qui revient, c'est que les femmes aient le choix de décider de ce qu'il faut ou pas pour leurs propres besoins, parce qu'elles sont les seules individuellement parlant, à savoir qu'est-ce qui marche ou pas pour elle. Kadiatou Konaté est pour l'égalité ou l'équité? L'égalité. Et pour obtenir l'égalité, ça passe par l'équité. En fait, c'est un processus qu'on ne peut pas dissocier. Je suis pro-égalité de chance, mais je sais que pour parvenir à l'égalité, il faut passer par l'équité. Parce que le monde a été dominé de manière assez paternaliste durant très longtemps. Et ça ne peut pas changer d'un seul coup. Il faut déjà commencer à changer, à améliorer à travers un système d'équité jusqu'à ce qu'on parvienne à l'égalité. Mais aller directement à l'égalité peut ramener à l'injustice parce que les gens n'ont pas eu les mêmes opportunités, les mêmes situations, les mêmes conditions, les mêmes environnements. Est-ce que quand tu regardes aujourd'hui le gouvernement, tu es soulagé ou bien tu te dis non mais il nous faut du temps encore? On peut améliorer, il nous faut du temps, il faut travailler pour améliorer. On est encore un peu loin on est encore loin du compte. Il y a de nombreux défis. Il y a du chemin à faire. C'est très visible. Alors, toi, quel est ton plus grand défi aujourd'hui? Mon plus grand défi, c'est de pouvoir construire plus de jeunes filles avec un visage fort. Plus de jeunes filles qui parviennent à porter leur propre voix. Plus de jeunes filles qui parviennent à savoir ce qu'elles veulent et à frayer leur chemin. Je pense que c'est mon véritable défi. Est-ce que tu as eu l'opportunité de changer la vie d'une femme, d'une jeune dame, et aujourd'hui, quand tu regardes la personne, tu es fière de toi? Énormément, surtout quand j'étais au club. Je ne ramènerai pas cette victoire à moi, mais je ramènerai cette victoire à toutes les filles du club. On a eu à changer énormément de vies. Des filles qui ne pouvaient plus, alors qu'on a obligé à être mariées de force pour quitter la Guinée, aller dans d'autres pays pour des questions de mariage, qui après sont parvenues avec toutes ces violences conjugales qui partaient avec, sortir de là, reconstruire leur vie, qui travaillent dans de grandes entreprises maintenant. Il y en a assez. Des filles qu'on a pu sauver de mariages forcés, d'enfants qui ne voulaient pas, qui ont pu continuer les études et maintenant qui travaillent et qui ont eu, pour celles qui veulent se marier, des foyers stables. Il y en a assez. Des filles qui avaient juste besoin d'être écoutées. Il y en a tellement.
tellement et on vit avec elles au quotidien. Et particulièrement, je suis hyper fière de tout ce qu'elles sont en train d'accomplir pour dire que nous nous imposons nous-mêmes nos propres barrières. Tant qu'on peut aider, tant qu'on peut venir en aide à nos sœurs, faisons-le. On n'a rien à perdre en faisant du bien. De notre côté, on a eu un bon retour. Nous avons eu des témoignages quand même venant des proches et qui ont mentionné que Kadiatou Konaté est tellement humble, elle ne va pas parler de ses victoires. Donc, je te propose cet autre témoignage. On va voir. On se reprend juste après la vidéo pour un commentaire. Kadi, je t'aime beaucoup. Je te remercie pour toutes ces années. Merci de m'avoir supporté. Bonjour, je suis Fatmata Zahara Kamara. Je suis une amie de Kadiatou Konaté. Je suis son amie d'enfance, plus précisément. Je connais Kadiatou Konaté depuis l'époque des couches réutilisables. Kadiatou Konaté, c'est cette personne au quotidien qui t'épaule. Kadiatou Konaté, c'est cette personne, malgré ses problèmes, qui est là pour toi. Kadiatou Konaté, c'est cette personne qui a le toupet de me dire ce que les autres ne peuvent pas me dire. Je suis une personne, une femme assez caractérielle. J'ai mon tempérament. Pas plus tard qu'hier, elle m'a appelé au téléphone, on était en train d'échanger. Elle m'a dit, Zaharaï, je veux te dire quelque chose, mais ne le prends pas mal. Je lui ai dit, ok, vas-y. Elle me dit, je t'aime bien, tu as beaucoup d'atouts, mais il faut travailler sur ta personnalité, il faut travailler sur ta personne. Tu vois, c'est pas... Elle a son lot d'expérience. J'ai mon lot d'expérience. Mais, tout simplement, elle est quelqu'un. Elle t'apprend à être quelqu'un. Elle n'est rien, mais bon, à ce stade où elle est là, franchement, c'est pas tout le monde qui a cette humilité encore et cette vision de voir les choses. Kadi, elle va venir au quartier, malgré toutes ces années et tout. Elle va commencer à saluer du carrefour jusqu'à la maison. Kadi salue. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point Kadi est humble, à quel point Kadi est une personne. Elle est là pour ses proches. Elle est vraiment là. On n'a pas trop de photos ensemble. C'est parce que quand on est ensemble, on rattrape tout le temps perdu et on vit l'instant. Kadi, c'est cette personne, quand tu as un souci, il n'y a pas d'inquiétude. Appelle-la juste. Tu dis, Kadi, j'ai ce souci. Si elle ne peut pas régler, elle va te donner des solutions. Si elle peut le régler, crois-moi qu'elle va le faire. Elle va faire des choses sans que tu t'y attendes. Elle va se lever un beau jour, elle va dire, Zaharaï, viens prendre telle chose. Zaharaï, fais telle chose. En fait, c'est quelqu'un de spontané. Et je remercie Dieu de l'avoir gardé à côté de moi. Inch'Allah, que notre relation perdure. Et que, voilà, elle continue à me respecter. Parce qu'elle ne me respecte pas en tant que sa grande sœur, mais qu'elle continue à me respecter comme sa grande sœur que je suis. Kadi, respecte-moi, s'il te plaît. Je suis ta grande sœur. Respecte tes aînés. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de Kadi. Kadi, je t'aime beaucoup. Je te remercie pour toutes ces années. Merci de m'avoir supporté et merci de contribuer chaque jour à mon développement personnel. Merci, bisous. Mais vous avez pioché ça. Mais c'est pas possible. Zara est qui? C'est ma petite sœur. Mais elle ne dira pas. Et c'est ma petite soeur. On a fait l'école primaire ensemble. Ensuite, on a grandi dans le même quartier. Je l'ai vue avec ses pampers. Mais c'est une amie très, très proche. Zara est une amie très proche. Alors, qui est très, très dure de caractère. Zara est très dure de caractère. Et je le disais à l'entame de cette émission, alors que j'ai passé une période assez dure pendant la maternité. Dans mes commentaires, je l'ai mis son nom quand j'ai fait mon post sur ma page. Quand j'ai accouché, le premier jour, le soir, Zara a pris ses bagages pour venir à l'hôpital pour dire qu'elle vient rester avec moi. Elle arrive à la porte de l'hôpital. Le médecin dit, hey, ce qu'a fait Minde, tu vas retourner. Elle n'a pas pu rester à l'hôpital avec moi. Et donc, elle est rentrée. Mais de ce moment jusqu'à ce que je quitte chez ma maman, parce qu'on n'habitait pas ensemble, loin, quand j'étais chez ma maman,
Elle était là du matin. Quand je vous dis du matin, c'est vraiment vrai ce que je suis en train de dire. Elle venait à 6h, 7h, jusqu'à 22h. Zara est là. Elle est là, elle me masse. Quand j'ai chaud, alors je disais, je n'avais pas droit au ventilo pour le bébé et il n'y avait pas de courant pour la climatisation. Zara me ventilait et ventilait mon enfant. Et vu que j'avais constamment des douleurs, elle et ma cousine Marie s'assuraient toujours, est-ce que tu as bu de l'eau? On t'a dit de boire 3 litres d'eau. Alors, j'ai remarqué que tu n'as pas bu suffisamment d'eau, il faut prendre de l'eau. Elle était au petit son. Zara était constante, mais c'est ma petite sœur. Elle a eu du mal à dire Kadiatou, je t'aime. Elle ne dit pas. Je dis, elle est rebelle. Zara, elle ne dit pas souvent je t'aime. Elle est rebelle, elle est difficile. Elle a fait karaté en plus, je pense. Donc, Zara est très difficile, mais c'est parce qu'on ne se dit pas souvent je t'aime, mais on sait qu'on s'aime. On sait qu'on s'aime et que elle sait qu'elle peut compter sur moi. Et je sais que même à 0h, je peux compter sur elle. Il suffit juste de l'appeler. Et elle fait ma guerre aussi. Zara, elle entend, c'est une bagarreuse. Donc, elle entend quelque chose sur moi. Elle n'attend pas, elle ne vient pas me le dire. Elle va faire la guerre, ensuite elle revient. Elle dit, j'ai entendu parler. Et moi, j'ai fini de tabasser. Je dis, Zara, on tabasse, on va t'envoyer au commissariat. Elle dit, ouais, j'attends aller au commissariat. Mais en tout cas, moi, j'ai fini de tabasser la personne. Kadiatou Konaté, nous avons eu des témoignages, des gens quand même qui se disent, des femmes, qu'il n'y a pas suffisamment de soutien entre femmes et femmes. Quelle est ton expérience? Moi, Zara, vous l'aviez vu, c'est un modèle de sororité. Zara, c'est un modèle de sororité. Je veux parler d'une petite sœur ici, du nom de Oumou Hawa Diallo, qui est actuellement la directrice de Malaf, qui est la sororité en soi. Alors, qui croit en toutes mes idées folles, qui est là, qui m'écoute, qui partage mes moments, qui écoute ce que je dis et qui vit au quotidien toutes les épreuves avec moi. J'ai Aminata Abbas Doumbouya, elle est actuellement en France. Fadima Koulibaly, actuellement en France. Kaningbe Doumbouya, actuellement en France. Ce sont des personnes, je dirais, qui sont une partie intégrante de moi, qui savent entièrement tout ce que je vis, tout ce que je partage, et qui sont là, qui me rappellent à l'ordre, qui n'hésitent pas de me rappeler à l'ordre tant que le besoin se pose. Elles s'en fichent de qui je suis, d'où je vais. Elles ont un groupe de discussion où chacune vient dire des choses. Je dis, aujourd'hui j'ai gâté quelque chose encore. Il y a Djaka et Ramatoulaye Kamara, Fatoumata Binta, Fatim et Meimouna, qui sont l'exemple frappant de sororité. Ces dames-là sont extraordinaires par la manière dont elles se supportent, elles s'écoutent. Je ne fais pas l'exception. Il y a Tanti Domani Doré, qu'on ne connaît pas souvent, mais qui est une dame extraordinaire, qui met son écoute. Alors, c'est pas qu'on ne la connaît pas, on ne la connaît pas, mais dont on parle moins, qui met du temps pour écouter. Les femmes sont sorores. Il y en a pas, peut-être qu'il peut y avoir des différends, comme dans toutes les relations humaines. C'est pas exclu, mais les femmes sont sorores. Moi, je suis témoin des femmes sorores autour de moi, qui me supportent, qui m'écoutent et qui sont extrêmement franches avec moi. Et ça, je leur dis merci. Merci pour l'amour. Merci pour tout ce qu'elles font pour moi. J'ai ma belle-sœur, Sarah Ansek. Alors, docteur Sarah, peut-être que la plupart connaît, qui prend le temps, pas de belle-sœur, mais de m'écouter, de discuter, de mettre par moments la pression sur son frère. Elle est extraordinaire, cette dame. Et j'essaye tant bien que mal d'être cette sœur sorore pour les plus jeunes. Dire qu'elles peuvent compter sur moi tant que le besoin se pose. Parce que je pense que c'est la seule chose que nous puissions nous donner, l'écoute, l'attention, le bien-être. Tant que tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un, ne lui fais pas du mal. De toute façon, on donne ce qu'on a. C'est ça. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot pour toutes ces jeunes filles et femmes qui te suivent, qui veulent peut-être faire comme toi. C'est que je vous aime. Je vous aime, vous n'avez pas besoin de faire comme moi. Vous n'aviez pas besoin de suivre mon parcours. Vous avez juste besoin de trouver votre parcours, de trouver votre chemin, de vous réaliser en tant que personne et de savoir qu'est-ce qui s'applique sur vous ou pas.
tant que je peux. Je sais que c'est pas évident. Je serai là pour écouter celles qui en ont besoin, pour guider celles qui en ont besoin et pour soutenir celles qui en ont besoin. Vous pouvez savoir à tout moment que vous avez une grande sœur sur qui compter, qui peut vous écouter et qui peut vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vous aime énormément et nous ne laissons personne nous dicter de ce qui on doit être et de ce que nous devons réaliser dans notre propre vie. Soyons les maîtresses de notre destin. Dieu merci, Kadiatou Konaté n'a pas dit n'écoutez pas les gens qui vont vous dire ce que vous devez faire, parce que quand même tu as quelque chose à faire et c'est moi qui te dis de le faire tout de suite, le face à face. C'est quoi? Alors, on va faire le face-à-face. Là, nous avons des questions. Tu vas piocher 4 questions, mais question par question, tu réponds directement sans réfléchir. Vous les noms, non, sans réfléchir. Ok. 2. Voilà. Tu me fais quoi? Maintenant, tu l'ouvres, tu lis et puis tu réponds. Une citation qui me motive au quotidien, c'est tu peux le faire. Alors, c'est pas une citation, mais c'est une phrase que je me dis souvent. Chaque fois que je fais face à un problème, j'ai dit, mais Kadi, ce problème-là, c'est mal te connaître. Hein? Tu peux le faire. Ma chère, vas-y. Donc, c'est une phrase qui me motive au quotidien. Ma plus grande source de motivation, alors même si c'est difficile de le trouver, mais c'est ce monde juste que je veux pour tout le monde. C'est ce sourire que mes sœurs et moi parvenons à créer chez les jeunes filles. C'est cette bienveillance que nous parvenons à donner à celles qui en ont vraiment besoin. Ça me motive, ça me pousse généralement à continuer à faire ce que je veux. Par moments, pour ceux qui me connaissent aussi, savent que souvent je dis, bon, j'abandonne, je suis fatiguée de tout ce qui est BBG, femmes à faire. Je pense que je vais me concentrer sur moi. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas puisque je pense que l'essence même de ma vie, c'est aider les autres. Ouais. Un conseil que vous auriez que j'aurais aimé recevoir un peu plus tôt. Un conseil que j'aurais aimé recevoir un peu plus tôt. Ton bien-être compte. Ton bien-être compte et il faut en prendre soin. Il fut un temps, quand j'étais encore plus jeune et que j'étais très à fond dans les activités, alors que j'avais 16, 17, 18 ans, je voyageais beaucoup. Je n'étais jamais à la maison. Je j'étais dehors parce que pour moi, l'essence même de tout ce que je faisais, c'était dehors. C'est tout le temps dehors, c'est énormément de choses, c'est tout ce que je pouvais apporter aux autres. Je loupais une partie de ma vie, je ne me voyais pratiquement pas avec mes parents, encore moins mes frères, je n'étais jamais à la maison. Mais à un moment, je me suis demandé à quoi servait tout ça. Bon, je l'ai réalisé à travers une discussion que j'ai eue avec quelqu'un et je me suis dit, toi tu es là pour les gens dehors, mais à peine si tes parents te voient à la maison, à peine si les gens pour qui tu fais tout ça ont accès à toi. En réalité, qu'est-ce que tu recherches au final? Alors, j'ai commencé à me réaménager et j'ai trouvé l'importance du bien-être de soi, du temps que l'on peut s'accorder et ce temps qui passe par la famille avec qui nous vivons, ce temps que nous puissions accorder aux personnes que nous aimons. Parce qu'au final, c'est ce qui nous définit, puisqu'au final, c'est ce qui nous permet de nous ressourcer. Quelle émotion. Où je m'imagine dans 5 ans. La question phare. Je m'imagine
être, alors vraiment dans 5 ans, une jeune dame qui s'est spécialisée davantage sur les questions de diversité et inclusion genre et qui aide les entreprises, les particuliers à intégrer comme ça se doit dans leur pratique au quotidien. Parce que souvent, on le fait pour dire on l'a fait, mais on tient compte généralement moins de l'impact que ça peut créer. Et moi, je veux accompagner ces entreprises, ces personnes ressources, les programmes, à prendre réellement en compte ces questions de diversité et inclusion. Ça, c'est dans 5 ans. Mais après, dans 10 ans, ça, c'est autre chose. Voilà. J'espère que tu auras la santé et l'âge pour pouvoir accomplir cette ambition. Merci beaucoup, Kadiatou Konaté, d'être passée dans cette émission. C'est extraordinaire tout ce qu'on fait dans cette... J'aurais bien aimé me préparer comme ça. Rien n'allait me choquer, mais je pense que l'effet surprise n'était pas mal non plus parce que je ne savais pas du tout, mais c'était pas mal. C'est ça qui rend dynamique d'ailleurs. Alors, merci d'être passé et merci à nos téléspectateurs et auditeurs. Merci de nous avoir suivis. On se reprend dans un autre numéro. À la prochaine.